Bonjour les amis, bienvenue dans cet nouvel épisode de Faut qu'on parle. Bienvenue, professeur Perron. Bonjour, je suis ravi de participer à votre émission. Merci beaucoup de me faire confiance et de venir sur mon canal. On va profiter aujourd'hui de recentrer certaines choses. C'est vrai que ça fait un an maintenant qu'on entend une foule d'informations que vous avez en 2 livres réunis, un travail d'archiviste incroyable. On va parler aussi aujourd'hui, dans la deuxième partie de cette interview, du deuxième livre donc, qui vient de sortir. Décidément, ils n'ont toujours rien compris. Le premier tome, tout le monde l'a évidemment connu, c'était un grand succès. Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise? Évidemment, en faisant référence à nos chères autorités. Vous êtes en France, mais vous savez, professeur Perron, on a des personnes qui nous écoutent de Belgique, du Québec, de la Suisse, enfin de toutes les parties, toutes les personnes aussi qui parlent français dans le monde. Et en fait, le problème historique, il est pour tout le monde. Donc on va pouvoir extrapoler certaines choses, mais vraiment, les amis, je vous conseille de lire et d'avoir ces 2 bouquins. Donc le premier est sorti en 2020, en juin, et 10 mois plus tard sort ce deuxième tome. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'on a vraiment toute une chronologie des événements et on va parler des mensonges, parce que vous parlez beaucoup de mensonges dans vos livres. Mais avant, j'aimerais quand même rappeler 2 choses très importantes vous concernant, professeur Perron. Vous avez été pendant 15 ans, président de la commission des maladies transmissibles du Haut Conseil de la santé publique, c'est comme ça que ça s'appelle maintenant. Donc quand même, pendant 15 ans de votre vie, vous avez présidé des personnes dans des conseils concernant les maladies transmissibles. Donc vous avez une expérience de 15 ans sur ce qu'est un procès-verbal, comment on sélectionne justement les personnes qui parlent, etc. Et vous avez aussi, pendant 9 ans, ce qui est quand même énorme, parce qu'on ne le rappelle pas assez, je trouve, été membre d'un comité d'experts à l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, sur la politique vaccinale en Europe. Donc vous êtes une personne qui a énormément travaillé sur les vaccins, le domaine des maladies transmissibles. Vous avez conseillé évidemment les vaccins. Vous êtes expert là-dedans. Donc je voulais quand même rappeler ça pour les personnes qui arrivent là, qui sont dans un état de panique, parce qu'on en a beaucoup. Et cette vidéo s'adresse autant aux personnes qui sont dans les états de panique et puis qui ont envie de comprendre d'une façon générale comment on se traite, quelles sont en fait finalement toutes les possibilités, avec calme, et aussi aux médecins, parce que je rappelle aussi une chose, et après je vous passe la parole. On a interdit aux médecins de prescrire. Et ça, pareil, c'est une chose inadmissible dans ce monde-là, et c'est pas assez répété, c'est pas assez redit. Il y a même des médecins qui sont dans le déni. Hein. On a vu des plateaux récemment de médecins qui disent mais c'est pas vrai, on a pu donner du Doliprane. Alors ma première question, professeur Perron, elle est vraiment, c'est la question à 1 million d'euros. Euh, Comment ont été traitées les personnes qui sont mortes du Covid? Ça, c'est l'étiquette qu'on nous dit dans les médias. Les personnes qui sont mortes du Covid depuis mars 2020, comment a-t-on traité ces personnes? Donc, malheureusement, ceux qui sont morts, alors, il y a des gens qui ont été traités correctement, mais on les a traités trop tard. Mais sinon, la majeure partie des gens qui sont morts, c'est qu'ils n'ont pas été traités. On leur a dit restez chez vous. Au lieu de les isoler pour pas qu'ils contaminent leur famille, ben, chez eux, ils ont contaminé la famille. On leur a dit prenez du paracétamol, appelez le numéro de téléphone d'urgence qui était souvent saturé. Et puis, quand ils sont arrivés à l'hôpital, ils étaient déjà dans un état qui était aggravé, avec une atteinte pulmonaire majeure. Certains sont passés en réanimation. Et dans la plupart des hôpitaux de France et dans beaucoup de pays, dans les pays riches, parce que dans les pays pauvres, on a traité tout le monde, mais dans les pays riches, on n'a pas traité sur ordre de conseils de sociétés savantes qui ont conseillé les gouvernements. Et les gens sont morts d'absence de traitement la plupart du temps. Malheureusement, c'est triste. Vous parlez de pays pauvres dans lesquels on a traité les gens. Est-ce que vous pourriez donner quelques exemples pour les Ah personnes qui ben, ne savent pas? il y a l'Asie, l'Afrique. Ouais, récemment, j'ai des personnes que je connais qui sont allées dans plusieurs pays africains. Là-bas, ils font quand même des tests pour les arrivants. Mais
les personnes qui étaient détectées positives, alors je suis pas sûr qu'ils étaient vraiment malades, mais enfin, systématiquement, ils avaient un traitement par l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, c'était donné par le gouvernement gratuitement, même pour les gens qui arrivaient de France. Dans la plupart des pays pauvres, on a traité avec des médicaments qui coûtent pas cher, parce que l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, maintenant l'ivermectine qui marche encore mieux, le zinc, la vitamine D, ça coûte pas cher. Si vous regardez en Inde, au Bangladesh, l'Inde c'est très fédéral, ça dépend des régions, mais on a distribué aux gens des sachets dans lesquels il y avait de l'artémisia, qui est une plante qui marche bien, avec de l'ivermectine, ça s'est fait dans énormément de pays. Et moi, ce qui me frappe dans cette affaire où on a dit c'est une gigantesque pandémie, où il y a eu des milliards d'euros en jeu entre les autorités, les différentes agences, l'industrie pharmaceutique, les pays pauvres sont ceux qui ont le mieux réussi et qui ont eu le moins de morts. Alors là, je dis chercher l'erreur. Il y a un problème. La Suisse, moi, en plus, j'ai travaillé en Suisse, non seulement à l'OMS, mais quand j'étais plus jeune, j'ai passé plusieurs mois à l'hôpital de Lausanne, au CHUV, donc je connais bien la médecine suisse. Euh, la Suisse est très riche, la France est très riche, et puis pourtant on a des mauvais résultats, et ça, c'est pas logique. Alors, ce qui est frappant, effectivement, c'est qu'on a l'impression que les gens passent de la maison aux soins intensifs. Et ça, Voilà. je le rappelle aussi parce que, il y a la réalité, on va dire, des plateaux télévisés, puis il y a la réalité, dans la vraie vie, des gens qui ont ce mythe dans leur tête, vraiment. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens qui vous disent: «Non, mais on ne peut pas traiter les gens, regardez, ils passent de chez eux aux soins intensifs Alors et à la pourquoi ils mort, passent? évidemment». Alors, je sais pas comment ça s'est passé en Suisse, mais en France, il y a eu un décret d'interdiction de prescription d'hydroxychloroquine. Bon, ce décret a été levé au mois de début juillet, mais même si le décret a été levé, beaucoup de médecins et de pharmaciens pensent encore que c'est interdit, alors que c'est plus interdit. Mais enfin, ça, c'est un autre débat. Mais même quand c'était réautorisé, les médecins généralistes en France recevaient régulièrement des messages du ministère de la Santé leur disant surtout ne prescrivez pas l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, c'est très dangereux. Si vous prescrivez, c'est à vos risques et périls. Parce qu'en France, quand on prescrit en dehors de l'autorisation de mise sur le marché qu'on appelle l'AMM, c'est depuis la loi Bertrand, c'est un petit peu un des excès de la loi Bertrand, qui était bonne par ailleurs pour protéger contre les conflits d'intérêts. Si un médecin généraliste prescrit hors AMM, s'il arrive quelque chose, c'est sous sa responsabilité pleine et entière. Et le malade n'est pas remboursé, ce qui est un petit peu bizarre. C'est pas la même chose en Suisse. La France est une exception dans le monde, hein. Donc voilà, on a fait peur aux médecins. Moi, je connais des médecins, ils ont envie de prescrire, mais ils disent non, j'ose pas parce que je vais être attaqué. Euh, et quand après j'ai vu tout le ministre, tous les gens pleurer à la télévision dans c'est terrible, les urgences par certaines périodes ont été un peu saturées, des services de réanimation aussi, ce qui est vrai. Si on avait traité en amont, qu'on avait dit aux médecins traiter le plus tôt possible à la maison, il n'y aurait pas eu cet embouteillage. Et le meilleur témoignage, c'est le témoignage des, maintenant il y a des associations de médecins qui ont vécu tout ça. Ils ont dit au début de la crise, on n'avait pas de traitement, ce qu'on nous avait proposé ne marchait pas. Le jour où on a découvert ce qui marchait, donc hydroxychloroquine, azithromycine, 5 vitamine D, maintenant ivermectine, ça a changé notre vie. Nos patients, on les a plus hospitalisés, on a eu quasiment zéro mort. Il y a beaucoup, beaucoup de témoignages de centaines et de centaines de médecins. Et ces médecins, heureusement, c'est encore épisodique, mais c'est ceux-là qui sont attaqués, quelquefois convoqués par le Conseil de l'ordre des médecins pour dire, vous vous rendez compte, vous êtes un charlatan, vous avez traité quelqu'un, vous l'avez guéri avec un traitement qui n'est pas recommandé par notre cher ministre de la Santé. Là, je dis, la médecine va de travers quand je vois ça. Est-ce que vous-même, professeur Perron, vous avez eu, cette maladie? Vous avez développé le covid, est-ce que Oui, vous alors, l'avez je eu? l'ai fait il y a un an, c'était avant le confinement. C'était une de mes filles étudiantes qui l'avait ramené à la maison et on l'avait tous fait en famille gentiment. Et moi, j'ai fait une forme peut-être plus sévère que mes enfants, ma femme qui a quelques années de moins que moi, mais moi, je sais que je me suis traité à l'hydroxychloroquine, hein, ça m'a changé du jour au lendemain parce que j'étais pas bien. À un moment donné, j'ai dit, tiens, on va m'hospitaliser. J'avais 42 fièvres, je pouvais plus me lever. Et ça, c'était il y a un an, hein, Justement, on entend beaucoup parler de l'hydroxychloroquine.
associés à l'azithromycine. Alors je reviens sur ces traitements-là parce que, pour les personnes qui ont peur de tomber malade, elles se disent: «Mais si je tombe malade, qu'est-ce que je fais?» On me dit: «Je reste chez moi, je prends du Doliprane». Parce qu'en Suisse, vous savez, dans les grandes lignes, c'est plus ou moins comme en France, hein. Enfin dans tous les pays, c'est plus ou moins pareil. En tout cas, on va dire les pays où Heu, les autorités sont les plus sévères. Alors, comment ça fonctionne? Ça veut dire qu'on est malade, on tombe malade et puis on a aujourd'hui des traitements. Vous avez parlé rapidement de la vitamine D, du zinc ou de l'ivermectine. Mais professeur Perron, je ne sais pas si vous savez, mais il y a la majorité des gens ne savent même pas ce qu'est l'ivermectine. Tout à fait. Alors, je vais prendre l'un après l'autre. L'hydroxychloroquine, qui est un dérivé mieux toléré que la chloroquine, ça fait partie des plus anciens médicaments pour traiter le paludisme, qu'on appelle aussi malaria dans tous les pays tropicaux. Et ça a été consommé par des milliards d'individus pendant des décennies sans que ça tue personne. Bon. Alors, l'hydroxychloroquine est même mieux tolérée, c'est pour ça qu'elle a pris un peu la place de la chloroquine. Alors, ces produits ne sont pratiquement plus utilisés pour le paludisme parce que les souches de Plasmodium, le parasite du paludisme, sont devenus résistants à ces produits. Donc, et c'est très utilisé de façon, même au long cours, dans des maladies inflammatoires, auto-immunes, le lupus, la polyarthrite, parce que ça a un effet dans ces maladies. Donc, c'est vraiment des médicaments qui sont utilisés depuis la nuit des temps, qui ont des propriétés anti-infectieuses puissantes et qui agissent à l'intérieur du globule blanc qui est en train de manger une bactérie ou un virus. On sait que ça va modifier l'acidité dans les petites vacuoles où le microbe est trappé à l'intérieur de la cellule. Et ça va favoriser la destruction des microbes dans nos cellules immunitaires. Donc ça, c'est des publications qui sont déjà anciennes. Alors après, euh, pour le Covid, les coronavirus en général, quand il y a eu le fameux SRAS en Chine il y a des années, les Chinois avaient déjà remarqué un peu par hasard, ils avaient un peu tout essayé, que la chloroquine marchait sur le coronavirus du SRAS. Puis le SRAS a disparu assez vite parce qu'il était peu transmissible d'homme à homme. Et même Anthony Fauci, qui est monsieur maladie infectieuse aux États-Unis, qui joue un rôle un peu bizarre de temps en temps, il avait même publié dans le Lancet il y a des années en disant l'hydroxychloroquine ou la chloroquine sont les traitements d'avenir du coronavirus. D'un seul coup, il a retourné sa veste. Donc, ça, c'est des choses qui étaient déjà établies. Et quand l'épidémie est partie à Wuhan, les Chinois ont un peu pris au dépourvu, ils ont un peu tout essayé. Et parmi les médicaments qu'ils ont essayés, bien sûr, il y avait l'hydroxychloroquine. Et ils ont tout de suite testé au laboratoire, ça marchait sur le virus au laboratoire, et puis ils l'ont utilisé. Mais malheureusement, ils n'ont pas, à part quelques études randomisées, comme on dit, avec tirage au sort, ils ont pu démontrer que ça marchait. Mais ils n'ont pas pu en faire beaucoup. Ils n'avaient pas assez d'effectifs parce que l'épidémie s'est cassé la figure, hein, fort heureusement, je dirais un peu trop vite, heureusement pour les malades, mais malheureusement pour les études, parce que c'est catastrophique pour une étude. Si on lance, on veut recruter beaucoup de malades, puis il n'y a plus de malades. Alors, euh, du coup, ils ont publié des études où les effectifs étaient réduits, mais déjà là, on voyait que ça marchait. D'ailleurs, c'est pour ça que Didier Raoult, quand l'épidémie est arrivée en France, il avait regardé ce qui s'était passé en Chine et il a essayé. Et maintenant, il y a des méta-analyses sur des centaines d'études qui montrent que ça marche. Et moi, je crois qu'il n'y a plus de doute scientifique là-dessus. Mais malheureusement, il y a eu des méta-analyses biaisées qui ne prenaient pas en compte la plupart des études pertinentes et qui disaient l'inverse. Alors, pour ceux qui nous écoutent, ils sont perdus. Il y en a qui disent blanc, d'autres qui disent noir. Alors, ça, c'est l'hydroxychloroquine. L'azithromycine, c'est un antibiotique. Normalement, un antibiotique, ça marche sur des bactéries, pas sur des virus, mais il se trouve que cet antibiotique, il avait été montré qu'il pouvait marcher sur certains virus, ou même sur Ebola. Et donc voilà, puis il s'est avéré qu'il marchait et qu'il marchait encore mieux si on l'associait à l'hydroxychloroquine. Même tout seul, il marche. Les généralistes qui avaient plus accès à l'hydroxychloroquine en France, en Suisse, dans d'autres pays, ont traité avec l'azithromycine ou des antibiotiques de la même famille qu'on appelle les macrolides, les dérivés de l'érythromycine. Alors ça, c'est l'azithromycine. Après, le zinc, c'est probablement qu'au départ, c'était empirique. Des médecins avaient constaté que des gens carencés en zinc, ça n'allait pas bien pour eux. Didier Raoult, qui avait vu ça, a dosé systématiquement le zinc à Marseille chez ses malades, sur des milliers de malades. Il a vu que ceux qui avaient des carences en zinc avaient des formes plus sévères, avaient plus de mortalité.
Et il y a le docteur Zelenko à New York qui a publié aussi, là, il a associé hydroxychloroquine, azithromycine et zinc, et il a montré des résultats spectaculaires chez ces patients. Et après, il y a des gens qui ont étudié ça in vitro, au laboratoire, qui ont montré que le zinc favorisait l'action de destruction du virus par les autres produits. Alors après, la vitamine D, c'est pareil, il y a des études qui ont montré que les gens carencés en vitamine D faisaient plus de formes sévères et que les personnes âgées mourraient plus s'ils étaient carencés en vitamine D, donc ça me paraît logique. Il y a même des fortes doses de vitamine C qui ont été montrées actives. Alors, ça ne veut pas dire que la vitamine D, c'est le traitement du Covid, c'est-à-dire que c'est un cofacteur qui permet de faire des formes moins graves et d'aider l'action des autres traitements. Et puis, je balaye tout d'un coup. L'ivermectine, alors ça, c'est un vieux médicament qui a été utilisé sur des centaines de millions de personnes dans le monde, sous la recommandation de l'OMS, pour éradiquer des parasites dans des pays africains, asiatiques, qu'on appelle les filaires. Alors, euh, on ne s'est pas attaqué à toutes les filaires, mais il y a des filaires qui ont disparu ou beaucoup régressé grâce à ce médicament. Donc, il a été utilisé largement nu pendant des années sans problème. Il est toujours recommandé en France, ou peut-être en Suisse aussi probablement, pour la gale. Euh, donc, c'est un vieux produit qui n'a jamais tué personne. Et maintenant, on veut nous faire croire que c'est un produit dangereux, que c'est scandaleux d'utiliser. Alors là, c'est pareil, je ne sais pas qui a eu l'idée le premier de l'utiliser, peut-être une coïncidence, des médecins qui ont constaté par hasard que ça marchait. Et après, ça a été massivement utilisé par des médecins en Australie, en Amérique du Nord, puis en Europe. Et maintenant, c'est recommandé dans de plus en plus de pays dans le monde parce que il y a eu une telle polémique sur l'hydroxychloroquine, ces soi-disant effets secondaires cardiaques, en fait rarissimes, mais qu'on a collé sur le dos de la chloroquine. Avec l'ivermectine, il n'y a pratiquement pas d'effets secondaires, à part des rares cas d'allergie. Et en plus, ça semble plus efficace même que l'hydroxychloroquine. Donc maintenant, l'ivermectine est un des traitements les plus utilisés dans le monde. Et on voit quand on compare, même dans des pays fédéraux, des États qui recommandent l'ivermectine et les États qui ne recommandent pas, on voit la différence tout de suite sur la mortalité. Effectivement, ça fait du bien, je pense, pour les personnes qui vous écoutent, qui ont été coupées de leur médecin depuis 1 an, parce que ça aussi, c'est un sujet tabou, en tout cas en Suisse, personne n'en parle. Mais il y a beaucoup de cabinets de médecins qui refusaient carrément, hein, de prendre en charge leurs patients. Je pense que c'est le cas aussi chez vous en France. «Ah mais comment ça, vous sentez pas très bien? Bah, surtout restez chez vous ou allez à l'hôpital». Et en fait, c'est vrai que c'est toute cette partie-là du traitement précoce, c'est le grand absent depuis 1 an. Alors justement, si, je résume ce que vous dites, c'est qu'on a effectivement des traitements. Vous avez été vous-même malade, donc vous n'êtes pas dans la théorie, vous avez eu, cette maladie, Covid, là où le Covid, et vous vous êtes soigné. J'ai aussi eu beaucoup de témoignages de personnes, qui disent voilà, c'est flagrant à quel point on se sent mieux tout de suite et rapidement. Parce Ouais, que vous parliez d'études, mais l'ivermectine, juste entre parenthèses, j'aimerais que vous confirmiez, cette molécule a été, dans une fameuse étude randomisée concernant le Covid. Est-ce que c'est bien exact? oui, tout à fait. Parce que c'est vrai qu'au départ, avec l'hydroxychloroquine, il n'y avait pas beaucoup d'études randomisées, il y en avait. Et puis, avec l'hydroxychloroquine, malheureusement, ce qui a cassé dans l'image ce produit, alors qu'il marchait très bien, c'est des études totalement frauduleuses du Lancet, du New England Journal of Medicine, les plus grands journaux médicaux du monde qui sont tombés dans une corruption à publier des études totalement inventées. C'était un petit groupe de personnes aux États-Unis qui avaient créé toutes les données sur leur ordinateur avec des chiffres totalement hallucinants. Il y avait le même taux d'obésité aux États-Unis, au Nigeria ou en Inde. Et puis, surtout, ce qui m'avait fait, ça m'avait fait rire, mais c'est triste hein, comme histoire, mais quand le gouvernement australien dit c'est bizarre parce que dans votre étude, vous citez tant de malades en Australie, c'est beaucoup plus que le total des malades qu'on a observés en Australie. Pouvez-vous nous citer la liste des hôpitaux, des médecins qui les ont soignés? Et là, ils sont trouvés bêtes parce qu'évidemment. Puis en plus, c'est la première fois que je voyais une étude, surtout des dizaines de milliers de patients, où il n'y avait aucun nom de médecin, aucun nom d'hôpital, même si une étude est multicentrique internationale. Moi, j'ai déjà participé à des études comme ça, alors on n'est pas forcément
tous les médecins dans les auteurs, sinon ça ferait des pages entières d'auteurs, mais on cite les auteurs principaux qui ont travaillé, qui ont écrit, qui ont fait toute l'analyse. Et puis souvent, on met au nom de l'équipe de l'équipe de travail, alors comme c'est des publications en anglais, c'est le study group. Et puis le study group, c'est écrit un tout petit à la fin de l'article, il va y avoir des centaines de médecins qui ont participé. Là, il y avait 0 médecin, 0 nom d'hôpital. Donc, moi, quand j'ai lu l'article, au bout de 5 minutes, j'ai dit, mais c'est quoi cette supercherie? Ça rime à rien. Et puis, que tous mes collègues, tous les journalistes regardaient la grande étude de la grande revue de Lancet, c'est merveilleux, alors que moi, ça fait des années que je sais que le New England Journal et le Lancet, ce sont des bons journaux en général, mais publient de temps en temps des choses totalement fausses. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est les rédacteurs en chef de ces journaux eux-mêmes qui l'ont dit déjà il y a plusieurs années, qui l'ont redit cette année. Donc voilà, on a cassé l'hydroxychloroquine sur des études totalement frauduleuses, et après on a essayé de la casser sur des études où le produit était très mal utilisé. C'est-à-dire qu'il y a eu des études faites dans différents pays, on donnait l'hydroxychloroquine à des gens beaucoup plus sévères, qui étaient quasiment au bord de passer en réanimation. On leur donnait 1 ou 2 comprimés d'hydroxychloroquine, ils passaient en réanimation souvent et malheureusement mouraient, et on disait, mais c'est la preuve que l'hydroxychloroquine, ça tue. Il ne faut pas se moquer du monde. Quand on regardait les études, on voyait bien que les facteurs de sévérité n'étaient pas ceux qu'on attendait normalement. Et puis alors, le cerise sur le gâteau, alors là, je trouvais que c'était la honte absolue. L'étude britannique Recovery, qui en plus était une étude internationale, où même il y a des équipes françaises qui ont participé, ils ont utilisé une dose toxique d'hydroxychloroquine, c'est-à-dire 4 fois la dose maximum autorisée pour le premier jour, qui était proche finalement de la dose mortelle. Alors, un sujet jeune en bonne santé va peut-être résister à cette dose, mais une personne âgée qui a des problèmes rénaux, qui va mal éliminer le produit, qui va avoir d'autres facteurs de comorbidité, peut-être que ça a engendré des décès. Comment des comités d'éthique, ça, j'ai halluciné. Quand j'ai lu, l'étude, elle n'a été pas publiée, quand j'ai lu l'information scientifique, j'ai sauté de ma chaise en disant, mais comment des comités d'éthique ont pu autoriser une chose pareille? Comment des collègues, même en France, ont pu accepter de signer, de participer à une étude pareille? Alors, il y avait un journaliste français qui avait fait l'interview de l'anglais à l'université, je crois que c'était d'Oxford, pour lui demander des explications sur son surdosage, qui était carrément une overdose. Là. Et il a dit non, non, mais c'est la dose recommandée par l'OMS pour traiter l'amibiase. Alors là, c'est pas possible parce que déjà, quand j'étais petit, jeune étudiant interne, ça faisait belle lurette que les tropicalistes n'utilisaient plus la chloroquine pour l'amibiase, que ça marchait pas. Et je pense qu'il a confondu hydroxychloroquine avec hydroquinoléine, hydroxyquinoline, qui est une autre famille de médicaments sous le nom commercial d'Intetrix, qu'on donne à des amibiases intestinales. Mais ça n'a strictement rien à voir. Donc, je me dis, comment des gens comme ça, chercheurs dans des grandes universités britanniques, ne savent même pas de quoi ils parlent, ils donnent des doses comme ça hallucinantes, et personne ne dit rien. Je n'ai pas vu dans les médias majeurs, j'ai jamais vu un journaliste s'offusquer de ça. On en a parlé 3 minutes, puis hop, on est passé à autre chose. Et c'est comme l'affaire du Lancet, c'était quand même un scandale gigantesque. Bon, les médias en ont parlé pendant quelques jours, ils ont fait semblant de s'étonner, puis hop, on n'a plus parlé. Et le ministre, en France en tout cas, qui a pris la décision d'interdire l'hydroxychloroquine sur l'étude frauduleuse du Lancet, était parvenu dessus après, en disant, excusez-moi, j'étais mal informé. Voilà. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des gens qui étaient en mission pour casser l'hydroxychloroquine. Et maintenant, on voit la même chose avec l'ivermectine, où elle n'est pas autorisée par les agences, parce qu'on sait que pour avoir les autorisations de mise sur le marché conditionnelles du vaccin, dans toutes les agences américaines, européennes et autres, il faut montrer qu'il n'y a pas de traitement efficace. Sinon, il n'y a pas d'autorisation du vaccin. C'est dans les textes. Donc, pour pouvoir commercialiser les vaccins, il faut pouvoir dire qu'il n'y a aucun traitement qui marche. Et c'est là où ça ne colle pas. Vous avez introduit, une partie très importante de cette, interview qu'on on va forcément aller explorer ce qui se passe parce qu'effectivement, si on a un traitement, dans ce cas-là, en plus pas cher, efficace et ultra rapide,
il y a moins besoin d'un vaccin. Ça, on va y venir. Par contre, je voulais juste vous demander votre avis, professeur Perron, sur les dernières publications du réseau Sentinelle, parce que chaque semaine, pour les personnes qui ne savent pas, le réseau Sentinelle est quand même une référence importante en France qui parle du taux d'incidence. Et vous, professeur Perron, comme vous avez quand même passé plus de 15 ans, alors j'ai juste sélectionné 2 parties importantes de votre CV parce qu'il est tellement long qu'on n'avait pas assez d'1 heure, mais vous avez quand même passé 15 ans en tant que président de la commission des maladies transmissibles. Je le répète, c'est important de le dire, vous êtes quand même ultra calé dans les épidémies et les pandémies, même si bon, les définitions de la pandémie, ça ne veut plus dire grand-chose, j'ai l'impression. 29 cas Covid pour 100 000 habitants, ce sont les données Sentinelle de la dernière semaine, les plus récentes. Je les ai vérifiées juste avant notre entretien. Hem, Comment peut-on parler d'épidémie pour cette incidence-là, donc 29 personnes malades pour 100 000 habitants en France, alors que pour la grippe, on parle d'épidémie quand on a à peu près 150 ou 200 cas pour 100 000 habitants. Qu'est-ce que vous Alors, pensez de ça? j'ai pas vérifié ces chiffres, mais maintenant pour moi les chiffres veulent plus dire grand-chose parce que moi j'ai cru aux chiffres au démarrage de l'épidémie parce que le diagnostic était clinique. Les gens arrivaient à l'hôpital, ils avaient des signes respiratoires, de la fièvre, souvent ils perdaient le goût et l'odorat qui étaient très spécifiques parce que il y a des maladies respiratoires qui ont pu faire perdre le goût et l'odorat, mais j'en ai quasiment jamais vu dans ma carrière, même si ça a été décrit, c'est rare. Donc là, c'était la plupart des malades. Ils avaient des images très caractéristiques le plus souvent au scanner thoracique, donc on pouvait confirmer rien qu'avec la clinique, la radiologie. Alors après, on faisait déjà les tests PCR dès le début, mais en France, on en a manqué pendant longtemps. Il fallait que l'Institut Pasteur valide. Ils n'étaient pas positifs à tous les coups. On ratait 20-30% des malades qui avaient des Covid typiques, mais le test était négatif. Mais à la limite, on s'en fichait, on les traitait quand même et, Mmh. et on les déclarait. Mais en tout cas pour la France, jusque fin juin, courant du mois de juillet, les chiffres étaient fiables, à la fois de nombre de cas et de mortalité. Et d'ailleurs, la France avait été championne du monde de la létalité, c'est un nombre de morts sur le nombre de cas. On était à 18,5%. Champion du monde, à part le Yémen qui nous a battus à un moment donné, mais le Yémen est un pays en guerre qui avait plus de système de santé. Donc, Cocorico, la France, hein, qui soi-disant était la championne de la santé dans le monde. Moi, j'avais honte pour mon pays. Alors après, quand on s'est mis à faire ces PCR dans tous les sens, où les soi-disant c'était des cas alors que c'était des tests faussement positifs, moi je dois dire que j'ai plus aucune idée des chiffres réels et même sur la mortalité parce que des gens qui meurent d'autre chose, on leur colle un test positif, on dit qu'ils sont morts du Covid. Donc je ne vois pas comment on peut piloter une épidémie avec des tests qui sont faits à mauvais escient, parce que normalement, c'est strictement interdit de faire des tests PCR en population générale. C'est les inventeurs de la PCR qui l'ont dit. Moi, j'ai toujours appris ça quand j'étais à l'Institut Pasteur. Les tests PCR donnent toujours des faux positifs, même s'ils sont très bons. Donc, si on les cible sur des populations à haut risque ou malades avec des symptômes, bon, c'est pas grave d'avoir quelques faux positifs dans la gestion globale, mais faire ces tests comme ça chez des milliers de personnes en bonne santé, on génère forcément des centaines de cas qui ne sont pas du tout malades. Et ça, c'est une hérésie scientifique. Mais tout le monde l'a dit, les plus grands scientifiques dans le monde l'ont dit, il y a des prix Nobel qui l'ont dit, il y a même l'inventeur de la PCR, il n'a pas connu le Covid, il l'avait dit déjà avant de mourir il y a 1 an et demi. Et tout le monde s'en fout, on continue, on dépense des milliards d'euros à faire des tests en population générale. Donc, moi, je n'arrive plus à avoir confiance dans les chiffres. C'est triste, hein, mais c'est comme ça. Euh, et, et on s'aperçoit que finalement, quand on regarde sur les chiffres de mortalité, même s'ils sont gonflés, on voit que la mortalité quand même baisse partout dans le monde actuellement. On va pas peut-être le problème du Brésil qui est un peu particulier. Je ne sais pas où ça va aller, on va surveiller. Il y a encore un foyer de mortalité un petit peu important en Europe centrale, en Hongrie, tout ça, mais partout, même autour de la France, ça chute partout, la mortalité. Même j'ai vu en Suisse, ça a chuté. En Espagne, ils sont tous au resto, ça a chuté. Et la France est le seul pays au milieu de l'Europe où la mortalité continue, on nous confine et on prend les mesures les plus sévères. Voilà, donc moi, ça me rassure les chiffres que donne le réseau Sentinelle, bien sûr, mais mon message global, c'est que on ne sait pas trop ce qu'on mesure parce que on sait pas, ces tests ne sont pas adaptés. Alors, effectivement,
Tout le monde en parle, tout le monde l'a dit. Les tests PCR, ça fait aussi un sacré moment que vous les dénoncez. On va pas forcément revenir aujourd'hui là-dessus parce Oui, que je vais mettre en lien de cette vidéo, tout ce qu'il faut et puis vous avez tellement bien documenté dans vos livres que c'est pas forcément, nécessaire de repartir dans les détails parce que, là, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont compris. Mais c'est vrai que pour ceux qui sont encore moi je vois, hein, dans la majorité de la population vit encore dans une peur panique totalement, on est dans le mysticisme et d'ailleurs vous en parlez même, dans votre livre, mais ça j'y viendrai un petit peu plus tard parce que ce qui est quand même fou, justement concernant ces tests, bon alors je le dis maintenant, il y a quand même ce que vous nous apprenez vous nous écrivez dans votre livre, 9 procureurs sont en train d'enquêter concernant ces tests pour fraude aggravée, pour l'obtention de fonds publics. Donc les amis, vos impôts, hein, parce que mmh. là, on dit c'est l'État qui paye, mais l'État, c'est vous. Fausse idéologie, ça, c'est un mot qui est dingue quand même. Idéologie, on est encore là, hein, et homicide. C'est des mots qui sont quand même extrêmement forts et la majorité des gens, professeur Perron, je pense que vous êtes au courant, n'ont absolument pas entendu parler de tout ça. Ce sont des débats qui sont une partie de la population et puis sinon, la masse a une trouille folle que je constate, dans en pratique. Alors voilà, ma question, concernant la transmission, parce qu'il y a aussi un mythe total. Les gens n'osent plus rien faire. On voit des gens se balader avec des masques, 2 masques, des enfants avec, on voit des petits avec des masques, avec des dessins parce que c'est tout mignon. Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur la transmission aux gens qui vivent dans une peur panique? Je ne parle pas des gens qui ont des comorbidités et qui de toute façon sont dans des états de santé compliqués. Je parle des gens, la majorité des gens qui vont bien. Il faut déjà regarder si les gens sont pas des personnes très âgées. Parce que les personnes très âgées, il faut les protéger. Si jamais il y a quelqu'un de plus jeune autour qui a de la fièvre, même si c'est pas le Covid au début, un rhume, de la bronchite, ben, ne pas aller voir le grand-père, la grand-mère. Et puis si le grand-père, la grand-mère a des symptômes, de les traiter tout de suite. Et ça règle déjà le problème. Euh, Quand je vois des gens jeunes qui ont 30 ans, 40 ans, parce qu'ils regardent tous les soirs à la télé, qui vont mourir dans 8 jours, faut qu'ils regardent. Il faut que les gens y voient les sources. Parce que les journalistes, malheureusement, ne vérifient plus les sources. C'était leur boulot, mais ils ne le font plus. Il faut que la population aille vérifier. Il y a des tas de sites officiels, on peut voir les vrais chiffres. On s'aperçoit que le nombre de morts de moins de 80, de moins de 60 ans en France, depuis un an, c'est très, très faible. Mmh. Et puis les quelques personnes qui sont décédées avaient des facteurs de risque majeurs. Quand c'était des jeunes, ils avaient des obésités de plus de 150 kilos, des diabètes importants, des hypertensions artérielles majeures. Donc déjà, on voit qu'il y a très très peu de morts dans la population générale et chez les enfants, et à part quelques cas tout à fait exceptionnels qui se comptent sur les doigts d'une main, il y a pas eu, les enfants font pas le Covid ou font des formes très bénignes et transmettent peu. Donc on entretient cette peur. Et on voit que malheureusement, il y a des victimes, et les victimes bon, sont pas si nombreuses, que la mortalité globale maintenant c'est 0,05%, c'est pas 30% de la population, hein. Et ça va être chez les personnes qu'on peut parfaitement identifier, protéger. Qu'on dise aux personnes très âgées, aux grands obèses, aux hypertendus, aux grands diabétiques, de dire bon, protégez-vous. Si il y a quelqu'un dans votre entourage qui a des symptômes, évitez de le voir. Si vous allez dans les transports en commun, protégez-vous, nettoyez-vous les plats. Je trouve ça tout à fait logique. Mais d'aller faire peur à toute la population normale, si le virus se transmet dans la population qui n'est pas à risque, il n'y a pas de risque. Au contraire, ça va permettre à tous les gens de développer l'immunité collective. C'est ce qu'ils ont fait en Suède. La seule chose que je reproche au gouvernement suédois, c'est d'avoir dit à leurs médecins de ne pas utiliser les traitements, dont l'hydroxychloroquine à l'époque. Parce que s'ils avaient recommandé les traitements, je pense que la Suède serait championne du monde. Bon, malheureusement, ils ont quand même eu beaucoup de morts, mais maintenant, avec le recul, on s'aperçoit qu'ils en ont eu moins que dans les pays qui ont confiné. Euh, et maintenant, en Suède, il n'y a plus de morts. Donc, parce qu'ils n'ont pas vacciné, ils ont développé une immunité collective. C'était la chose intelligente à faire. Ils ont laissé le virus circuler et ils n'ont pas infantilisé les gens. En France et peut-être en Suisse, je ne sais pas, on a dit aux gens, voilà, la parole vient du gouvernement, le président, les ministres disent ça, donc vous suivez comme des toutous. En Suède, on a dit aux gens, voilà, si vous êtes à risque,
faites attention, mais on les a responsabilisés. Si vous avez peur de sortir dans la rue ou dans le métro, ben, vous mettez un masque, vous désinfectez les mains. Si vous avez des symptômes, vous n'allez pas voir les personnes à risque autour de vous. On leur a expliqué, les gens ont joué le jeu. Mais c'était chaque Suédois qui individuellement, et puis ils ont un peu développé le télétravail à certaines périodes, euh, ils ont un peu réduit les contacts sociaux, mais ça n'a pas été un confinement comme ça généralisé, imposé. Vous vous rendez compte qu'en France, je crois que c'est des rares pays du monde, on devait s'auto-signer un Ausweis pour sortir et pour pouvoir aller acheter une baguette de pain. On est tombé dans un délire total avec des mesures qui n'étaient basées sur rien, que du vent. Et on voit que les pays qui ont confiné le plus dur ont des résultats plutôt plus mauvais que les autres. Alors, en Suisse, comme chez vous d'ailleurs, une des mesures phares, et puis dans les autres pays des personnes qui nous écoutent, c'est le masque. Alors, je ne parle pas des personnes qui sont malades, dans les hôpitaux, à qui on rend visite, enfin, si on peut encore, mais en tout cas avant, hein, c'était du bon sens. Je ne parle pas de ces cas-là, je parle des personnes qui vont bien, qu'on appelle maintenant asymptomatiques, mais moi j'appelle des personnes qui vont bien, hein. Excusez-moi, ça fait Ouais. peut-être un peu has-been, mais bon. Parfait. Et en fait, ma question, elle est justement sur ce masque que ces gens portent tout le temps. Parce que bon, il y a quand même l'humidité. C'est des gens qui portent le masque peut-être 8, 10 heures par jour, même dans leur voiture. Heu, on entend parler maintenant de gens qui fatiguent, de gens qui n'ont plus assez d'oxygène. Est-ce que ça peut finalement, selon vous, professeur Perron, être contre-productif? C'est-à-dire qu'en fait, les gens s'affaiblissent, ceux qui vont bien, à force d'avoir toujours ce masque quand même, hein, qui fait qu'on respire ses propres bactéries. Il y a du polypropylène dans les masques. J'ai entendu parler de mycose œsophagienne, Ouais. de pneumothorax, enfin de choses comme ça. Alors des médecins aussi qui n'osent pas, qui n'ont pas le courage que vous avez de venir, témoigner, m'ont dit des choses. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Cette mesure qui est la mesure phare en fait, hein, Pour moi, le masque. je l'ai dit je pense que j'ai dit tout à l'heure, le masque est très utile pour les malades pour pas qu'ils projettent des particules virales dans la pièce, pour l'entourage immédiat. Le masque est un intérêt majeur, c'est indéniable. Mais ce masque en population générale, au travail, chez les enfants pendant des heures et des heures, pour moi, c'est presque criminel parce que il y a des gens qui l'ont montré que quand, au bout d'une demi-heure, quand on mesure au bout du doigt, il y a des petits appareils qui s'appellent les saturomètres. On mesure le pourcentage d'oxygène dans le sang qui doit être supérieur à 95% ou le plus proche possible de 100%. Et on sait qu'après une demi-heure de masque, on a vu des gens, ça chuter à 80%. On voit une baisse de l'oxygène. En plus, le bon Dieu nous a fait avec les reins pour éliminer des toxines par le pipi, par les selles aussi. Puis on expectoire non seulement du gaz carbonique, mais aussi certaines choses que le corps élimine par la voie respiratoire. Et toute la journée avoir ce masque, en plus avec on a des microbes dans la flore respiratoire qui ne peuvent plus s'évacuer naturellement. Je pense qu'on modifie nos défenses immunitaires. Et puis en plus, quand on regarde bien, les gens mettent le masque pour la forme, mais puis en plus, comme c'est pas remboursé, ça finit par coûter cher à la longue pour certains. Et ils achètent une boîte de masques qui est là depuis 6 mois. Et le masque, il dure 15 jours. On le met quand il faut, puis dès qu'on peut, on l'enlève, et puis on le met dans la poche, et puis on le remet quand on aperçoit un policier au bout de la rue. Euh, Ça n'a plus aucun sens médical, scientifique. J'ai l'impression que c'est quelque chose pour faire peur. Mais à part ça, il n'y a aucune démonstration. Il y a même une étude, je crois que c'était au Danemark, qui avait montré que finalement le bénéfice était quasi nul en comparant des gens qui avaient porté le masque ou pas de masque. Il y avait une petite différence, mais qui était vraiment minime. Euh, et pourquoi on impose ça alors que ça n'a jamais été fait dans l'histoire de l'humanité? Ça repose sur aucune étude scientifique. Et quand je vois tous ces gens masqués partout, ils me font peur. Et les gens qui sont enfermés dans leur voiture avec des masques sur l'autoroute, alors sur l'autoroute, pour croiser quelqu'un, il faut le faire parce que tout le monde a des vitres fermées. Mais ils écoutent la radio sur l'autoroute et on leur dit vous allez mourir. Il y a encore eu tant de morts cette semaine, etc. Professeur Perron, vous venez de dire que certaines personnes, au bout de 30 minutes, avaient des taux d'oxygène qui chutaient de façon, dangereuse. Vous parlez de la voiture. Ça, c'est une question très pratique. Est-ce que ça peut être un risque de conduire avec un masque, à savoir qu'on peut avoir moins de réflexes parce qu'on a moins d'oxygène?
Dans des notices de médicaments, par exemple, on nous dit: «Si vous prenez ce médicament, ne conduisez pas. Vous pouvez être Mmh. somnolent». Beaucoup de personnes, quand même, viennent, se plaindre en disant: «J'ai l'impression que les automobilistes sont complètement dans le cirage depuis quelque temps». Est-ce que ça peut être un problème? Alors c'est possible, j'ai pas lu d'études là-dessus donc mais ça me paraît vraisemblable, peut-être pas chez tout le monde, mais des personnes un peu fragiles qui ont déjà du mal un petit des gens qui ont déjà des problèmes respiratoires de base, que de voir s'abaisser des taux d'oxygène dans le sang, ça peut ralentir un petit peu l'activité cérébrale et on a besoin d'être toujours vigilant au volant. Donc ça peut avoir les mêmes effets que des somnifères ou de l'alcool au volant. Peut-être, hein, j'ai pas de preuves scientifiques pour aujourd'hui, donc je suis prudent, mais c'est pas impossible que ça se répercute là-dessus aussi. Alors, c'est vrai que maintenant, on est à la mode des preuves scientifiques. On peut plus rien dire sans avoir une preuve, alors qu'on peut tout affirmer à l'envers du bon sens. Et la charge de la preuve, ça, c'est aussi une chose qui est choquant, hein, pour, les gens qui, comme moi, sont, des citoyens, tout simples. Eh bien, on doit, prouver que quelque chose n'est pas nocif, alors qu'en général, c'est plutôt l'inverse qui se passe dès qu'on touche au corps et à la santé. Alors justement, c'est des questions qui vont arriver sur le vaccin. Hem, je voulais vous demander aussi une chose que je n'ai jamais pu demander à un professeur. Selon vous, professeur Perron, comment on peut au niveau scientifique, prouver, parce que c'est vraiment, une question que je me pose, qu'un vaccin permet de ne pas tomber malade? Puisque vous avez quand même, travaillé pendant, en tout cas, 9 ans à l'OMS, dans un comité d'experts, concernant la politique vaccinale en Europe. Alors, quand on met au point, et surtout maintenant, on est avec des injections particulières, qui ne s'appellent pas vaccins selon vous, mais bon, je dis vaccin pour quelque chose de plus simple. On met au point des vaccins. Je prends l'exemple de laboratoires comme Pfizer qui annonçait il y a quelque temps une très grande, victoire en disant: «Grâce à nos doses de vaccins, vous ne tombez pas malade». Comment on fait, professeur Perron, pour prouver scientifiquement qu'on ne tombe pas malade Dans grâce à un produit? dans le passé, quand on faisait les choses correctement, quand on développait un nouveau vaccin, ça prenait des années avant d'arriver à la mise sur le marché. Alors, je ne parle pas, par exemple, du vaccin de la pandémie grippale de 2009, parce que les industriels avaient la technologie, d'ailleurs acceptée, reconnue par toutes les agences de fabrication d'un vaccin grippal depuis des années et des années. Donc, ils ont juste changé le virus à la dernière minute pour produire un nouveau vaccin. Donc, moi, ça ne me choquait pas à l'époque. La technologie existait, c'était la même technique, on changeait le virus. Bon, OK. Là, en plus, on a utilisé des techniques qui n'ont jamais été utilisées chez l'homme auparavant. Et puis on nous sort du chapeau comme ça en 3 mois, des vaccins, ça y est, ils sont éprouvés, on a toutes les données sur la tolérance, l'efficacité. Alors d'habitude, il faut des années, il faut avoir des études comparatives dans différents pays, des expertises indépendantes pour vraiment être sûr que ça marche comme il faut. Et on a vu même quelquefois quand on avait pris toutes les précautions en prenant beaucoup de temps, on s'est aperçu par la suite, il y a des vaccins qui ont été retirés parce que, et je parle aussi de vaccins, mais c'est aussi avec des médicaments, parce qu'au début, tout allait quand il y a quelques milliers de patients testés, les effets indésirables graves ne se voient pas. Puis quand il y en a des millions, ben ça commence à sauter aux yeux. Euh, et là, en plus, on veut imposer ce vaccin en urgence à des milliards d'individus sur la planète. La plupart sont en parfaite forme et ne verront peut-être jamais le coronavirus. Et, et là, je trouve que ça va trop vite. Alors moi, je suis un farouche partisan des vaccins habituellement, mais là, c'est technologie nouvelle. On va trop vite. On n'a pas encore beaucoup de recul sur l'efficacité, la tolérance. On a vu que les pays qui ont massivement utilisé le vaccin pour faire les premiers essais, c'est là où ont émergé les variants. Donc, c'est un peu interpellant. Et puis surtout, moi, ce qui m'embête dans le vaccin, c'est que à la fois les fabricants et les autorités disent partout, y compris l'OMS, oh, attention, on n'est pas du tout sûr que ces vaccins vont ralentir la transmission, vont avoir un impact sur l'épidémie. Et même si vous êtes vacciné, vous devez continuer à rester chez vous, être masqué. Il y a même une personne âgée l'autre jour en France qui a fait l'objet d'un écho dans les médias parce qu'il a accepté de se faire vacciner. On lui dit, si vous êtes vacciné, vous pourrez sortir, aller au resto, revoir votre famille. On l'a vacciné, puis il a dit, non, vous restez confiné dans votre chambre, vous restez masqué, vous avez droit de rien. Là, il a pas compris, je comprends. Et maintenant, on commence à nous dire, en Israël et maintenant même aux États-Unis, il faudra peut-être faire des injections de vaccins tous les 6 mois, tous les ans, pendant plusieurs années. Mais on n'a encore aucune donnée. On ne
sait même pas ce qu'on fait, on n'a pas de recul. Et puis il y a aussi une autre chose qui m'inquiète, que peut-être que vous avez des cas autour de vous, en tout cas moi j'ai beaucoup de témoignages autour de moi, de gens qui ont été vaccinés, qui ont fait le Covid dans les jours qui ont suivi, et des formes sévères, y compris notre ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, qui a été vaccinée, qui a fait une forme sévère quelques jours après. Et elle n'est pas la seule, hein, je la rassure. Donc c'est là où j'ai du mal à comprendre que si on fait un vaccin, c'est parce que ça marche, ça protège au niveau individuel, ça stoppe la chaîne de transmission. Et là, on passe le temps à nous dire le vaccin n'est pas sûr qu'il protège contre la transmission. Et alors maintenant, ce qui est encore plus inquiétant, c'est que maintenant qu'il y a des variants qui émergent, on dit que ce vaccin ne va pas être actif sur les variants. Alors qu'on ne sait pas où on va. Alors, heureusement, les variants actuellement sont plutôt moins virulents et moins méchants que les souches initiales, sauf peut-être au Brésil pour l'instant, mais ça, à prendre encore un peu avec des pincettes, c'est tout nouveau, donc je manque de recul pour juger la situation brésilienne, mais c'est pas le développement habituel d'un vaccin, et on est encore dans une phase un petit peu d'expérimentation, et on nous dit que ça y est, tout a été évalué correctement, et que alors que les gens ne signent pas un consentement éclairé quand ils reçoivent le vaccin pour dire je participe volontairement à une étude, ce qui devrait être fait parce qu'on manque encore un peu de recul. Alors effectivement, donc si maintenant, vous deviez vous, par exemple, être à la tête d'une commission qui s'occupe de savoir si, tel laboratoire ou tel laboratoire a un vaccin efficace. Comment on fait? Parce que ça vraiment, ça reste toujours un point d'interrogation. On parle beaucoup, autour de tous ces vaccins et de tous ces laboratoires, mais comment on fait, concrètement? Parce que là, on parle de gens sains. Si on prend 100 personnes qui vont bien, des jeunes, par exemple. Maintenant, il y a plein de jeunes, professeur Perron, je pense que vous le savez bien, en tout cas, on les voit, 30 ans, ils s'inscrivent pour être vaccinés. Alors, ils vont bien, ils font pas partie des groupes à risque, mais même sans avoir été traités pendant 1 an, ça n'a pas été l'hécatombe. Il y a eu combien de morts en France de jeunes, Il de y a quelques 30-40 dizaines, ans? Quelques quelques dizaines, dizaines, quelques hein. dizaines. OK. Alors ces gens-là, ces jeunes, heu comment on fait pour prouver, si vous, vous étiez à la tête d'une commission, on vous dit: «Voilà, professeur Perron, vous devez, vous, maintenant dire que s'il ne tombe pas malade dans les mois qui suivent, c'est grâce au vaccin». Comment on fait? Mais c'est difficile parce que si vous regardez, il y a des gens qui ont regardé en Israël, en Grande-Bretagne, ils ont vacciné, l'épidémie baisse. Il y a d'autres pays où ils n'ont pas vacciné, l'épidémie baisse pareil, parce que c'est des courbes en cloche, ça monte, ça redescend. Il y a des pays qui ont beaucoup utilisé l'ivermectine aussi, ça a favorisé la descente. Donc, votre question est bonne, mais il faut prendre son temps. Pour une maladie qui tue, alors ça peut peut-être changer d'un pays à l'autre, mais à 0,05%, même si on en met 2 fois plus dans certains pays, il y a pas d'urgence, surtout quand on a des traitements qui marchent pour les personnes à risque. Si c'était une épidémie vraiment avec une mortalité élevée, je dirais, bon, on peut prendre des risques, peut-être sauter des étapes, mais à ce moment-là, on priorise le vaccin sur les personnes les plus à risque, qui sont pas du tout les jeunes. Et pourquoi les jeunes, ils veulent tous courir pour avoir le vaccin? Ils sont parqués chez eux. Alors, les étudiants, par exemple, depuis 1 an, ils sont chez papa-maman, derrière l'écran de télé ou l'écran d'ordinateur pour suivre les cours. Ils peuvent plus voir les copains, ils peuvent plus aller au café, ils peuvent plus aller au cinéma. Ils en ont ras-le-bol. Ils peuvent plus aller au resto. Et eux, ce qu'ils rêvent, c'est de retourner à une vie normale. Et on leur dit, OK, vous allez retrouver une vie normale, mais vous vous faites vacciner. Mais ils vont faire la queue pour se faire vacciner. Mais ça, c'est un chantage qui est pas normal parce qu'ils sont pas du tout à risque, ils transmettent pas. Et là, encore une fois, le vaccin peut avoir tout à fait sa place dans une stratégie globale, mais on peut pas tout miser que sur le vaccin et mettre de côté les traitements maintenant qui ont été utilisés par des milliers de médecins dans le monde. Des milliers de médecins, c'est pas un petit groupe d'experts de 10 dans une petite commission, je sais pas où. Des milliers de médecins qui tous disent la même chose. Et des dizaines de milliers de patients qui témoignent, qui disent oui, tel traitement m'a sauvé. Donc, le vaccin a sa place, mais il faut qu'il le développer comme on fait d'habitude. Et là, j'ai l'impression qu'on saute des étapes et que c'est pas fait comme d'habitude. Et c'est ça qui me choque beaucoup. Parce que moi, je suis un farouche partisan des vaccins en général. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça me fait plaisir de pouvoir, échanger avec vous, pour avoir, aussi un son de cloche. Mais finalement, on se rejoint, sur ces principes de précaution parce que c'est aussi le grand oublié de depuis 1 an, hein. On fait tout et puis il faut prouver
Qu'il y a pas besoin. Alors tout s'est inversé effectivement. Je voulais vous demander, professeur Perron, vous qui avez eu le Covid, est-ce que vous considérez maintenant que vous êtes immunisé là maintenant? Oh oui, parce que dans toutes les histoires des maladies infectieuses, quand on a fait la maladie naturelle, c'est le meilleur vaccin. On est protégé normalement pour des années, voire à vie. Alors après, là, ce qui est vrai, c'est comme il y a eu beaucoup de variants qui ont émergé dans certains pays, mais globalement, les variants, je rassure tout le monde, pour l'instant, ils sont moins méchants, peut-être qu'ils soient plus transmissibles, mais ils sont moins mortels, moins dangereux que ce qu'on a connu il y a quelques mois. Il y a eu quelques publications de gens qui avaient peut-être fait 2 épisodes, voire exceptionnellement 3 épisodes, ça a pu arriver. Mais quand on regarde, quand ils ont fait un rebond de Covid, c'était beaucoup moins grave que la première fois. Même si le premier virus ne va pas donner l'immunité contre tous les variants, il y a quand même dans ces familles de virus, tant que les mutations ne sont pas trop lointaines, sur des périodes brèves de quelques mois, il y a toujours un fond d'immunité commune entre les variants. Donc, si le système immunitaire a réagi, il va protéger en partie contre les variants, peut-être pas complètement. On le voit dans la grippe, hein. Euh, Par exemple, on le voit avec le vaccin grippal, comme il y a 3 souches qu'on met dans le vaccin tous les ans, on adapte aux variants qui circulent. Même si vous ne faites pas vacciner tous les ans, ou si vous avez fait la vraie grippe, vous ne faites pas vacciner, vous ne faites pas forcément la grippe tous les ans, même si l'année d'après, c'est un variant un peu différent parce que vous avez encore un fond d'immunité. Vous allez refaire une grippe un peu sévère 3 ans ou 4 ans après, parce que là, les variants auront trop dérivé. C'est exactement pareil. Donc, moi, je ne crois pas du tout au fait qu'il n'y ait pas d'immunité. D'ailleurs, le meilleur exemple, c'est la Suède, hein. Il y avait quasiment plus de morts. Ils ont eu un rebond épidémique à un moment donné. Et on verra ce que ça donne. Mais c'est pareil dans les pays qui ont laissé circuler le virus et qui ont traité les cas, comme en Afrique, en Asie. On parle beaucoup de personnes asymptomatiques maintenant, donc les personnes qui auraient croisé le virus mais qui n'ont pas développé de symptômes. Est-ce que ces personnes-là, elles développent aussi une immunité? Ah ben, bien sûr. Alors, moi, ce que je trouve scandaleux dans cette histoire, c'est que, mais je crois que c'est presque volontaire, on n'a jamais développé de test sérologique. La sérologie, c'est de chercher, faire une prise de sang quand vous avez déjà fait la maladie ou pas encore, pour voir si vous avez développé des anticorps, si vous avez été en contact ou pas avec le virus. Et ça réglerait le problème. On pourrait montrer peut-être que 3 quarts des Français ont rencontré le virus, sont immunisés. Or, les tests n'ont jamais été développés de façon correcte. Je vous rappelle qu'il y avait un, un physicien qui, par hasard, il s'ennuyait un peu pendant le confinement, qui avait testé les tests recommandés par l'Institut Pasteur, je crois une vingtaine de tests. Il avait dit qu'il y en avait un qui était excellent, il y en avait 3 qui n'étaient pas terribles, et tout le reste, c'était vraiment très mauvais. Et d'ailleurs, il a publié ses résultats avant la fin de l'année. Euh, Personne n'en a parlé, aucun média. Alors, pour moi, c'est la clé. Aujourd'hui, avant de vacciner les gens, on sait qu'il y a des millions de Français qui ont fait le Covid sous forme sévère, pas sévère, asymptomatique, et on pourrait savoir tout de suite s'ils sont immunisés ou pas. Mais dans aucun pays, personne n'a développé une sérologie fiable. Et c'est quand même hallucinant. Quand vous vous faites vacciner pour l'hépatite B, si vous avez un doute, j'ai peut-être fait l'hépatite quand j'étais jeune, ou vous faites une sérologie, si elle est positive, on dit ben, c'est pas la peine de vous vacciner, vous êtes immunisé. Les maladies infectieuses, c'est toujours comme ça. Pour la varicelle, la rougeole, si vous avez un doute, vous faites le test. Et là, personne n'en parle, aucun chercheur, aucun média, comme si tout le monde devait être absolument vierge, tout le monde, qu'il ait fait le Covid ou pas, devait être à risque. Et ça, pour moi, c'est un non-sens scientifique, encore une fois. Il y a beaucoup de non-sens scientifiques, malheureusement, parce que moi, je suis un scientifique. Euh, et là, je n'arrive plus à comprendre ce qu'on nous raconte tous les jours. Alors, une des dernières choses qu'on nous raconte tous les jours, effectivement, professeur Perron, je pense que vous ne l'avez pas loupé, c'est que maintenant, on nous dit dans les médias alors, c'est tout à fait probable prochainement que vous fassiez votre première dose chez Pfizer, la deuxième chez Moderna, pourquoi pas même la troisième ailleurs, puisque maintenant on nous parle même de troisième dose, hein, chez Pfizer. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Est-ce que finalement, vive les cocktails en 2021, on peut y aller Et, allègrement? franchement, c'est hallucinant, parce que moi qui ai travaillé dans les commissions sur les vaccins pendant des années, même avec les fabricants de vaccins, parce qu'ils travaillaient avec nous quand on les auditionnait pour qu'ils nous donnent leurs informations, etc. Il a toujours été dit, mais j'ai toujours vu ça tout le temps, qu'on ne mélangeait jamais de vaccins différents, même sur la même maladie, si c'était des procédés de fabrication différents, sauf si c'était vraiment exactement les mêmes vaccins et que c'était la copie conforme de l'autre, on pouvait substituer par un autre vaccin. Mais imaginez, vous avez l'AstraZeneca qui est fait avec un adénovirus
et puis qu'après on vous injecte un Pfizer, un Moderna qui est d'ARN messager, ça n'a strictement rien à voir. On mélange des choux et des carottes et on veut nous faire croire que l'un est substituable à l'autre. Et je voudrais qu'on me donne les données scientifiques qui ont permis de prendre ces décisions, qui sont hallucinantes. Pour moi, c'est des décisions purement commerciales parce que AstraZeneca a un coup dans l'aile actuellement. Il y a des ruptures de marché. Le Johnson Johnson a des problèmes de développement. Et puis, comme ils ont des stocks de vaccins, ils ne savent pas trop comment les utiliser. Ils disent, bon, on peut substituer. Et là encore, moi, j'ai travaillé dans les plus grandes commissions des vaccins du monde. J'ai jamais vu prendre des décisions pareilles. Moi, je suis en train d'halluciner parce que moi qui étais dans les commissions de recommandation au Conseil de la santé publique, à l'Agence du médicament, même travaillé pour la Haute Autorité de santé, l'Agence du médicament européenne et l'OMS, moi, j'ai jamais vu ces décisions qui sont pour moi qui sont ubuesques quelque part. Une personne qui a eu justement, par exemple, le mois passé, un un covid sans symptômes, est-ce qu'elle court un danger maintenant? Est-ce qu'on peut dire que, par principe de précaution, on la vaccinerait pas parce que ça pourrait justement créer une flambée, on parle beaucoup maintenant des flambées cytokiniques. Est-ce que vous auriez quelque chose à dire par rapport à ça? Et non, parce que si la personne a fait une forme asymptomatique ou peu symptomatique, elle est immunisée. Il n'y a pas de raison qu'elle refasse une maladie. Donc elle Voilà. peut se faire vacciner? Il y a aucun, pour moi, il n'y a pas d'intérêt si on a déjà fait la maladie. Mais si elle le sait pas? Mais si elle ne le sait pas, à ce moment-là, théoriquement, il faudrait faire une sérologie. Bon, peut-être que par chance, ce sera positif. Mais je vous dis, les sérologies sont de mauvaise qualité aujourd'hui. Mmh. Euh, mais pour moi, la priorité, c'est de vacciner, s'il le faut, les personnes les plus à risque. Oui, je pense qu'il y aura encore beaucoup de choses à voir par rapport à ça. J'aimerais finir, ce moment ensemble. Professeur Perron, je vous pose beaucoup de questions, mais j'en profite, hein, parce que ça fait longtemps que je voulais vous en poser beaucoup. Alors, je vous remercie pour votre patience. Vous nous parlez dans votre livre, décidément, ils n'ont toujours rien compris, d'un fléau dont on ne parle pas, c'est les morts à venir qui ne sont pas traitées pour d'autres causes, parce que tout vient et tout tourne autour du covid. Vous nous apprenez dans votre livre que, 23 des cancers cette année ne sont pas diagnostiqués, donc sur les chiffres, qu'on a l'habitude de voir en France, ça fait quand même 100 000 personnes, qui ne seraient pas dans cette année, diagnostiquées ou détectées avec leur cancer. Donc, perte de chance, on le sait, hein, pareil. Qu'est-ce qui se passe là par rapport à ça? Qu'est-ce qui se passe dans les hôpitaux, en fait? Personne ne Mais dit rien? c'est terrible, la personne ne dit rien. Et alors, il y a eu, je vais revenir au cancer, mais il y a eu les morts d'autres choses. Par exemple, la personne qui a une douleur thoracique est en train de faire un infarctus du myocarde, qui appelle le téléphone d'urgence, qui est saturé et qui attend, et finalement qui reste à la maison et qui meurt de son infarctus. Il y en a eu beaucoup. Alors, je prends l'infarctus par exemple, ça peut être des accidents vasculaires cérébraux, d'autres maladies aiguës. Puis après, dans les maladies plus chroniques comme le cancer, les gens qui avaient déjà une petite tumeur, le médecin dit tiens, il faudra que vous fassiez une IRM, allez voir un cancérologue et tout ça. L'IRM, on ne pouvait plus la faire à une période, les hôpitaux étaient fermés pour les gens qui n'avaient pas le Covid. Le temps qu'ils aient le rendez-vous avec le cancérologue, après qu'ils puissent avoir, il s'était passé plusieurs mois. On leur a dit, ah ben, on est vraiment désolé, vous êtes déjà à un stade de métastase. Donc, tout ça montre que dans la surmortalité qu'il y a eu, qui n'est pas si énorme que ça, mais il y a comme une surmortalité en France et dans d'autres pays pendant l'année 2020, il y a des morts qui sont vraiment dues au Covid, mais il y a beaucoup de morts qui sont dues à autre chose, dont les maladies aiguës chroniques qui n'ont pas été prises en charge. Et aussi, il faut le rappeler, les suicides qui ont beaucoup augmenté. Donc, tout ça, c'est des conséquences d'une politique qui, à mon avis, n'a pas été prise dans le bon sens dès le départ. Vous nous dites, dans votre livre qu'il y a eu beaucoup de mensonges et dont, un mensonge concernant les hôpitaux qui, en tout cas chez nous en Suisse, a justifié toutes les mesures liberticides, anticonstitutionnelles, non proportionnelles. C'est le virus entraîne la saturation des hôpitaux. Qu'est-ce que vous pouvez juste nous dire par rapport à ça pour les gens qui n'ont pas encore lu votre livre? Si on avait dit aux médecins généralistes de traiter tôt, alors à l'époque c'était l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, maintenant l'ivermectine et tout ça, il n'y aurait pas eu, il y aurait eu beaucoup moins d'hospitalisations. Et le meilleur témoignage,
c'est tous les groupes de médecins généralistes qui ont traité comme ça, qui ont dit le jour où on a commencé ces traitements, on a pratiquement plus hospitalisé nos patients, on les a soignés et guéris à la maison, même des formes sévères chez des personnes très âgées qui avaient des facteurs de risque importants. Donc là, à dire aux gens, restez chez vous, prenez du Doliprane et attendez que ça se passe. On a vu un afflux de gens qui étaient en train d'étouffer aux urgences, et après, une partie est passée en réanimation. C'est parce qu'on a pris les choses dans le mauvais sens. Et en plus, alors je ne sais pas ce qu'il en est en Suisse, mais déjà la France avait moitié moins de lits de réanimation que l'Allemagne. L'année dernière, notre ministre Olivier Véran annonce triomphant, je vais doubler le lit de réanimation. Et qu'est-ce qu'il a fait cette année? Il a réduit le nombre de lits de réanimation. Alors, tous les ans, les réanimations sont saturées quand c'est en pédiatrie, quand c'est l'épidémie de virus respiratoire syncytial qu'on appelle le VRS ou les rotavirus qui donnent des diarrhées. Alors, il y a des gamins partout aux urgences. Heureusement, ils ne vont pas tous en réanimation. Puis, tous les ans, à certaines périodes, il y a des réanimations qui sont un peu saturées. Et depuis des années, on nous réduit le nombre de lits. Et là, finalement, ce qui s'est passé ces derniers temps, c'était pas pire que ce qui s'était passé avant, aux mêmes périodes. Je dis pas que les réanimations n'étaient pas saturées. D'ailleurs, je rends hommage aux médecins réanimateurs, aux infirmières et soignants qui ont fait un gros boulot, aux urgentistes, à tout le monde d'ailleurs, parce que c'était pas facile de travailler sous tension. Heureusement, ces tensions ne durent pas éternellement. Il y a des hauts et des bas, mais les médias nous ont fait croire que tous les hôpitaux étaient au bord de l'explosion, qu'il fallait envoyer des TGV de malades à l'autre bout de la France. Et en plus, ce qui avait été dit très bien par certaines cliniques privées dans les régions qui avaient été très touchées au moment de la vague de mars-avril l'année dernière, on avait envoyé des malades à l'autre bout de la France ou en Allemagne, alors que la clinique de l'autre côté de la rue avait tout armé, avait vidé des services pour prendre en charge les malades, avait formé les médecins, les infirmières, ils avaient tout le matériel et on ne leur a pas donné le feu vert pour admettre les malades. Euh, D'ailleurs, c'est un colonel des pompiers qui l'avait dit publiquement, c'est pas moi, mais après, il s'est fait un peu taper sur les doigts par sa hiérarchie, mais c'est quand même des choses qui ont été rendues publiques en France. Et voilà, donc c'est toute cette organisation globale. Puis je ne sais pas si c'est là pareil en Suisse, mais en France, on démolit l'hôpital public depuis des années. Ça faisait l'objet d'un chapitre de mon premier livre sur le Covid. Là, y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise? Parce que là, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, que j'ai vu depuis plus de 20 ans. D'année en année, on réduit les moyens, on réduit les moyens, on réduit le nombre de lits, on réduit le personnel. Et tout le monde marche sous tension en permanence. Donc, dès qu'il y a une petite crise, alors là, en plus, une épidémie, c'est normal que la tension soit très vive. Vous parlez beaucoup de la gestion de la crise justement dans votre livre. Il y a une phrase, très directe, hein, on vous connaît pas comme ça, je la lis, je me permets de la lire, où vous nous parlez qu'il y a eu, plusieurs rapports effectivement en France sur la gestion de la crise. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui ne savaient pas et donc vous nous dites dans votre livre: «On a 3 rapports sur la gestion de la crise qui disent tous que c'est le bordel». J'aurais voulu trouver un autre mot pour dire les choses, mais franchement, celui-là est le plus juste pour résumer la pensée de tous les enquêteurs. Donc, vous n'êtes pas le seul à le dire, hein, professeur Bien sûr, Perron. bien sûr. Et puis, il y a des commissions indépendantes. Il y a une commission parlementaire à l'Assemblée nationale qui malheureusement a été dissoute. Donc, je ne sais pas si on aura les résultats des travaux. Il y a aussi il y a une procédure d'instruction en cours à la Cour de justice de la République pour 3 ministres. Il y a des choses qui avancent dans l'analyse des données, euh, mais c'est compliqué parce qu'il y a des luttes d'influence et puis on ne sait pas trop où ça va aller, quoi. On est en train de finir cet entretien, professeur Perron. Je voulais juste, vous demander pour finir, sur le thème de cette émission qui se finit, en parlant des vaccins puisque c'est vraiment d'actualité, brûlant et il y a des personnes jeunes encore, je le rappelle, qui vont se faire vacciner sans avoir eu justement cette notion libre et éclairée dont on parle beaucoup. Mais finalement, sur le terrain, il n'y a pas, je n'ai pas entendu de personne qui est allée dans un centre de vaccination, remplir un formulaire. Qu'est-ce qui devrait être écrit sur ce formulaire pour toute personne aujourd'hui qui se fait vacciner? Qu'est-ce que la personne devrait lire pour être au courant, où on pourrait parler de Alors, consentement libre et éclairé? je pense que légalement, comme les agences du médicament ont donné l'autorisation, les médecins ne sont pas tenus de faire signer un consentement. Officiellement, on n'est plus en phase d'étude, on est en phase, ça y est, de commercialisation normale, normale entre guillemets.
Et je sais qu'il y a des médecins, des centres de vaccination qui quand même, parce qu'ils ont ça leur pose peut-être un problème éthique, font signer des consentements aux personnes qui vaccinent. Mais c'est pas du tout obligatoire et ça se fait pas partout. D'accord. Voilà. Après, il y a des avocats qui ont recommandé aux gens qui se faisaient vacciner d'exiger de signer un consentement, etc. Mais je pense que pour l'instant, on ne peut pas l'exiger dans la loi puisque les agents sont autorisés. Mais c'est dommage hein, parce qu'effectivement, on est encore en phase d'expérimentation sous certains aspects. Oui, c'est ça. C'est que finalement, on nous dit, qu'il y a encore, un certain nombre, de documentations scientifiques qui doivent être faites, jusqu'à fin 2003 pour certains laboratoires ou en tout cas dans l'année 2023 et en même temps, on nous dit: «Mais si vous avez un souci, ça sera pas le laboratoire qui va prendre en charge, ça sera l'État», hein, d'après ce qu'on a compris. Est-ce que vous pouvez confirmer ceci? Alors ça, pour moi, c'est un grand scandale. Ça avait commencé aux États-Unis il y a quelques années, où les laboratoires pharmaceutiques américains se sont fait dédouaner toute responsabilité pour les vaccins. C'était que les États-Unis. Maintenant, c'est devenu mondial. Donc, ça montre l'efficacité, entre guillemets, des lobbies d'industrie pharmaceutique qui ont pu obtenir de tous les États que s'il y avait des conséquences, des effets secondaires graves, des morts dus au vaccin, ils n'étaient en aucun cas responsables et que la responsabilité, finalement, sera du ressort des États, c'est-à-dire que ce sera les citoyens qui paieront sur leurs impôts s'il y a des problèmes à indemniser. Et là c'est d'ailleurs curieux parce que cette loi est passée pour les vaccins, mais pas pour tous les médicaments, alors que euh, avant, il y a pas mal de temps, les vaccins étaient considérés un petit peu à part des médicaments, parce que le vaccin, ça avait une connotation peut-être de substances vivantes ou dérivées du vivant. Mais dans la loi internationale, quoi, dans les agences de régulation, maintenant, les vaccins ont été incorporés, je dirais, au groupe des médicaments. C'est considéré comme un médicament, le vaccin, statutairement. Alors pourquoi ces médicaments-là ont eu droit à finalement un traitement différent des autres médicaments. Et ça, moi, je suis très choqué par ça, c'est pas normal. Hein. Oui et ça posera aussi la question, le temps venu, de savoir, qui peut faire le lien, hein, entre éventuellement problème post-vaccinal, et puis le moment de l'injection parce que ça aussi, c'est un autre problème dont on ne parle pas beaucoup. Je vous remercie professeur Perron, j'en déduis que vous n'allez pas vous faire vacciner du coup? Pas tout de suite, j'attends, de toute façon, j'ai déjà fait la maladie, il y a pas d'urgence, on verra, mais On attend, hein. Mieux vaut être prudent. Je vous remercie en tout cas, pour votre présence, et puis je vous dis, à très vite pour le troisième tome, puisque je pense que c'est parti pour être une trilogie, non? je sais pas, on verra, ça dépend des autorités, hein, s'ils commencent à voir les choses dans le bon sens ou pas, hein. Alors on se verra pour le troisième tome. Merci en tout cas les amis pour votre fidélité et puis partagez cette vidéo aux personnes, de votre entourage qui se posent justement des questions. On a évoqué beaucoup de choses, on a pris le temps et merci beaucoup pour, ce Merci. moment accordé, quand même assez long et je vous dis à très vite. Au revoir les amis. Au revoir.